Oui. Voilà, il est 19 heures à la cathédrale de Strasbourg, donc nous allons pouvoir commencer. Je remercie à ceux qui sont ponctuels et de participer à cette deuxième réunion webinaire de l'année pour le SKIT. Ce soir, nous allons donc avec Natacha Zettel et Anne-Claire Metz et moi-même vous parler de réunion, pardon, dans cette réunion de la façon que nous avons dans notre pratique d'optimiser les sites au se réduit au niveau des sinus. Je voudrais juste qu'on me confirme qu'on nous entend bien parce comme on est vraiment en protection très, très serrée, là, on est obligé de garder nos masques. Voilà, donc si quelqu'un veut bien nous signifier que ça fonctionne. Oui, c'est bon. Ça Parfait. fonctionne, très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'utilitaire Zoom, l'application, vous avez dans la barre de menu du bas de la page, si vous ne la voyez pas, cliquez peut-être simplement ou faites glisser votre curseur vers le bas de l'écran, ça devrait la faire apparaître. Vous avez tout à fait à gauche un onglet qui ressemble à un micro, il y a marqué muet. Quand c'est muet, ça veut dire qu'en fait, il faut cliquer pour que ce soit muet, la logique informatique. Et, et voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, soit en allant dans Converser au milieu, en bas, soit en prenant la parole, en cliquant sur le micro. Voilà, donc je voulais donc, puisque c'est moi qui prends plus ou moins la parole ce soir, au nom de nous trois, du SKIT, de Anne-Claire qui est la présidente, remercier la société Zimmer qui nous soutient, la société Zimmer Biomed, pardon, voilà, sans qui on aurait du mal à avoir notre activité quand même assez dense dans notre communication. À noter d'ailleurs que nous allons pouvoir reprendre maintenant que la situation se décante un petit peu au niveau du contexte sanitaire. Nous allons pouvoir reprendre des formations en présentiel à notre cabinet à partir de la rentrée, voilà, de façon très raisonnable. Mais les conférences du SKIT étant prévues sous le mode webinar, on va continuer jusqu'à la dernière réunion de l'Assemblée générale qui, nous l'espérons très fortement, pourra se tenir dans un bon petit restaurant strasbourgeois. Voilà, alors donc ce soir, nous allons parler, excusez-moi, voilà, nous allons parler du sinus et je voulais vous présenter deux lectures de référence, le livre d'Avarpana, Smoukler-Moncler, qui traite de façon très simple des greffes sinusiennes et je me suis permis pour cette présentation d'extraire quelques schémas de ce livre, quelques photos aussi. Et vous verrez d'ailleurs en général quand il y a un schéma qui est sorti de ce livre, petite photo du livre pour que je ne vole pas la paternité aux auteurs. Et puis aussi cette deuxième édition de notre ami Adi Antoun sur les greffes de sinus en implantologie qui est sortie il y a quelques mois. Voilà, et sans oublier un ouvrage de référence indispensable pour ceux qui, parmi vous, souhaiteraient se lancer dans les chirurgies sinusiennes, qui a été édité par un consensus d'experts de la Société française d'ORL il y a maintenant bientôt plus de 2 ans. Donc, qui est un fascicule d'une quarantaine de pages, je crois, qui est extrêmement intéressant, que vous pouvez trouver sur le net sans aucune difficulté. Je tenais aussi à dire que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le revoir à souhait par l'intermédiaire de YouTube. Le lien sera mis sur le site du SKIT. Voilà, donc on va présenter très brièvement le sinus maxillaire. Comme vous le savez, c'est une cavité aérienne qui est en communication avec les fosses nasales par l'intermédiaire du complexe
osteo-méatal qui se trouve ici et qui est évidemment en rapport dans sa base inférieure avec la crête alvéolaire des dents maxillaires, en général postérieures à partir des prémolaires et des molaires. Donc, cette paroi inférieure qui nous intéresse et qui parfois nous complique la vie parce qu'elle peut être très fine, n'est pas toujours simple à appréhender. On peut avoir des irrégularités sur la paroi inférieure. On peut avoir, comme vous le voyez ici, un espèce de stalagmite, comme ça, un départ de septum, qui est vraiment une difficulté au niveau de la chirurgie, quand il va s'agir de soulever très minutieusement la membrane. Le septum peut être carrément une véritable cloison qui va monter très haut et qui va nous obliger à traiter le sinus en double cavité avec un double abord, une double fenêtre dans ce cas-là. Et ce qui est important aussi, c'est que la muqueuse du sinus, qu'on appelle la membrane de Schneider, est tapissée de cils qui font des mouvements et qui assurent le drainage des mucosités, etc., de tout le sinus et qui vont donc être évacués par les cavités nasales en passant par le complexe osteo-méatal. Au niveau de la vascularisation, on ne va pas vous faire un cours d'anatomie, mais c'est quand même important de le savoir. Le sinus est vascularisé par l'artère alvéolaire postérieure, qui vient de l'artère maxillaire, et qui peut avoir une anastomose possible avec l'artère infraorbitaire, qui est l'anastomose possible, je dis, ce n'est pas toujours le cas, et c'est l'artère alvéolo-ventrale que vous pouvez voir ici sous cette coupe frontale. C'est cette petite tache brune ici, cette tache sombre, qui peut être plus ou moins haut ou bas placée sur cette paroi vestibulaire du sinus. Ça, c'est le vestibule. Ici, c'est le palais. On aperçoit doucement apparemment le profil du grand palatin là, qui arrive avec l'artère palatine postérieure. Et ici, sur cette très belle image d'une chirurgie pratiquée par Anne-Claire, on le verra plus tard, vous avez ici cette artère alvéolo-ventrale qu'il est évidemment prudent de ne pas effracter. Cette artère peut être plus ou moins importante et on vous en parlera peut-être dans les complications en fin de présentation. Alors, les sinus sont parfois très imbriqués dans les racines dentaires. Il y a vraiment un rapport parfois tout à fait étonnant et on voit sur cette image, par exemple ici, que c'est la présence des racines qui maintient le peu d'os en hauteur qui peut exister et qu'à partir du moment où ces dents disparaissent, eh bien, on se retrouve avec un profil comme ça très plat et qui va naturellement nous obliger à gérer cette situation par un apport osseux dont on va justement vous parler ce soir. À noter ici cette image de petite inflammation apparente qu'il faudra, on va en parler après, discuter éventuellement avec un ORL. Alors, il est parfois nécessaire, évidemment, comme c'est vraiment flagrant sur cette image, d'assainir le sinus et de faire d'abord le ménage, si vous voulez, au niveau dentaire. Là, évidemment, cette 16, on peut dire, ou 17, je ne sais pas, est en rapport avec le sinus. Et là il est tout à fait évident que c'est elle qui provoque cette sinusite. Voilà, le même cas, vous voyez, on a essayé de retrouver la coupe perpendiculaire qui correspond ici à cette racine que vous retrouvez à peu de choses près là. Vous voyez, la racine a été extraite. Il y a une reformation osseuse qui s'est faite, évidemment très insuffisante pour pouvoir envisager un implant en l'état. Mais ce qu'on peut quand même constater, ce qui est remarquable, c'est que le sinus est devenu parfaitement transparent, ce qui est donc le signe de l'assainissement total de ce sinus. On ne voit pas la barre. Hein, là. Non, d'accord. Alors, le sinus
peut aussi évidemment être inflammé de façon très importante. Des polyposes, enfin on ne va pas rentrer dans les pathologies sinusiennes, c'est d'ailleurs pas du tout notre expertise, pour des raisons non dentaires. Qui sont très diverses, qui peuvent être par exemple une allergie, enfin voilà, des infections, etc. Et donc ici, on peut observer que le complexe osteo-méatal, donc l'ostium et le méa moyen, vous voyez, foncé, est bouché en quelque sorte, est imperméable, et donc le drainage de ce sinus ne peut plus se faire. Donc, dans certaines situations où on pense qu'on va être relativement invasif par rapport au sinus, l'avis d'un ORL est indispensable et il faut préciser d'un chirurgien ORL, parce que vous avez des ORL qui ne sont pas chirurgiens, qui ne font pas de chirurgie au niveau de ces complexes, par exemple, et il est important que l'ORL soit un chirurgien pour qu'il puisse, si vous voulez, donner un avis extrêmement éclairé par rapport à ces aspects chirurgicaux. Voilà. Alors, même si nos cabinets sont équipés, enfin notre cabinet, comme les cabinets en général des implants, des activités implantaires, sont équipés de cônes BIM très performants. En général, même si vraiment on va chercher très très haut l'incidence, il est rare qu'on puisse observer justement ce complexe et le méa moyen. Et donc, il est important de faire confiance au chirurgien ORL qui, lui, va faire un véritable scanner et qui va pouvoir faire un diagnostic pour pouvoir traiter la pathologie et nous dire d'ailleurs si une chirurgie plus ou moins invasive est indiquée pour les cas de ces patients. Donc, l'assainissement par l'ORL va être peut-être parfois tout simplement médical. Il va aussi être chirurgical. Comme on peut le voir sur cette chirurgie que j'ai trouvée sur YouTube, donc libre de droit, qui a été mise en place, mise sur le net par le docteur Jérôme Bois du CHU de Caen, qui était interne à ce moment-là. Donc, vous voyez, là, vous avez une chirurgie endoscopique par abord nasal. C'est une chirurgie qui se fait en général quand même sous anesthésie générale, sous neurolepte. Et vous voyez ici, vous avez une excision d'un polype et une méatotomie, c'est-à-dire que ce complexe osteo-méatal va devenir à ce moment-là libre et va permettre un bon drainage qui va assurer, qui sera le garant, si vous voulez, de l'état sain du sinus sur lequel on va pouvoir travailler. Voilà, donc pour entrer plus concrètement dans les techniques qu'on peut pratiquer de façon parfois simple à moins simple au cabinet, on va vous présenter les protocoles que nous mettons en œuvre ici dans notre activité de tous les jours. Alors, la technique la plus simple et qui, je dirais personnellement, peut être à la portée de beaucoup, pour peu qu'il y ait un tout petit peu d'expérience, c'est l'augmentation de la hauteur par la technique de Summers, c'est-à-dire en relevant simplement le plancher. On va en reparler évidemment. Ou alors c'est une augmentation plus complexe qui demande plus d'expertise, pour laquelle on va être obligé de faire une ouverture latérale de la paroi vestibulaire du sinus, comme vous le voyez ici. Moi j'aime bien en parler parce que j'aime personnellement bien cette technique, un abord aussi qui peut être crestal, donc plus du tout vestibulairement, mais juste par voie crestale. Alors on va commencer par parler des techniques de relevé aux ostéotomes. On dit en général Summers parce que Summers c'est vraiment un des grands promoteurs de cette technique. Voilà les ostéotomes de Summers qui existent depuis 20 à 30 ans et qu'on utilise toujours avec, moi je trouve, beaucoup d'efficacité et de satisfaction.
le système est vraiment bien fait. Vous avez juste un seul manche et vous pouvez très, très facilement mettre différents inserts qui ont différents diamètres, que voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui ont un profil qui va correspondre à peu de choses près au profil de vos implants, enfin de nos implants, et qui ont comme caractéristique d'être arrondis, d'avoir une sorte de pointe mousse à leur extrémité, qui va donc être peu agressive pour la membrane sinusienne, pour peu qu'on pourrait la toucher. Alors, nous aimons bien aussi utiliser les ostéotomes de Kayat, du nom de leur créateur, Philippe Kayat, qui sont pour la société Zimmer Biomet extrêmement intéressants, puisqu'il y a les codes couleurs qui correspondent aux codes couleurs des implants. Quand on s'arrête par exemple à l'ostéotome de ce diamètre-là, le code couleur vert, ça veut dire qu'on va mettre un implant code couleur vert, donc un TSV ou un TSV4, donc avec un plateau de 3,5, mais qui a en gros un profil qui fait à peu près 3,7 au plus large millimètres de diamètre au niveau des spires, à l'extérieur des spires, à 4,1. Voilà, alors il faut savoir que ces ostéotomes sont un peu plus délicats d'utilisation. Ils ont une pointe, une extrémité séquente, c'est-à-dire que là, cette extrémité n'est pas du tout arrondie, elle est carrément légèrement coupante, ce qui peut être très intéressant quand on a un os relativement tendre, ce qui peut quand même être le cas au maxillaire. C'est-à-dire qu'on va râper en quelque sorte l'os, on peut parfois travailler sans utiliser beaucoup de forêt, on va peut-être faire un forage pilote, s'arrêter à un forage de 2,8 mm, et à partir de 2,8 mm, on va pouvoir commencer à utiliser ce premier insert, puis le deuxième, et vous voyez qu'ils sont cylindro-coniques. C'est-à-dire qu'on peut faire même de l'expansion, si vous voulez, quand on a un os un peu tendre, et donc le densifier, tout en pelant un petit peu les parois osseuses et en percutant un peu. On le verra sur une vidéo tout à fait en fin de présentation. Amener des copeaux osseux, une sorte véritablement de purée osseuse qui va être amenée vers le haut, à l'endroit justement où on veut augmenter la hauteur d'os sinusienne, on va dire. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont très efficaces pour créer, entre guillemets, de l'os, mais c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'ils sont très séquents et qu'il faut qu'ils soient manipulés avec quand même une expertise, une bonne connaissance de ces instruments. Et le problème, c'est que si on touche la membrane du sinus, on peut faire une perforation. On en parlera éventuellement par la suite si ça vous intéresse, comment on traite ce genre de choses. Voilà, on va vous montrer un cas clinique. Donc, c'est un cas clinique idéal pour commencer cette technique. Vous voyez, il y a beaucoup de hauteurs d'os. On va parler des différentes hauteurs après. On a ici une hauteur en superposant la grille, les grilles classiques, ça c'est 8, ça c'est 10. Vous voyez, notre objectif, c'est de mettre un implant de 10 mm. Très sincèrement, on aurait pu se contenter d'un implant de 8, mais justement, c'est tout à fait le cas rêvé pour pouvoir tenter votre expérience. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pourrez vous contenter de mettre un implant de 8 mm avec la qualité osseuse que vous pouvez deviner ici sur cette panoramique. Il n'y a pas de raison qu'avec un implant de 8, ça ne fonctionne pas. Alors, la technique de l'ostéotomie qui a été décrite initialement par Summers, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais consiste, si vous voulez, à s'arrêter, à ne pas aller jusqu'au bout, à laisser une petite épaisseur d'os que chacun appréciera en fonction de son vécu de ce genre de technique. Si l'os est très dense, ça peut arriver, la corticale osseuse sous-sinusienne peut parfois être très dense. On va à ce moment-là réduire cette épaisseur résiduelle parce qu'à un moment donné, il va falloir percuter et plus l'os est épais et plus vous allez avoir du mal à percuter et moins vous allez faire ça délicatement. Voilà, donc on peut, selon
les manipulateurs, enfin les cliniciens, faire toute la séquence de forage et à ce moment-là, travailler juste sur l'extrémité. C'est ce que moi, j'aime bien faire. Ou alors, on peut passer juste un ou deux forêts et puis continuer les ostéotomes qui vont en même temps densifier. Ben voilà, vous pouvez trouver, si ça vous intéresse plus dans le détail, vous pouvez trouver ces renseignements, ces informations, même sur le net, très, très facilement. Voilà, donc c'est comme je le disais, c'est très opérateur dépendant. Voilà, je vous montre, ça c'est un cas que moi j'ai traité il y a très longtemps, une vingtaine d'années. Donc, j'ai passé, ça c'est le forêt pilote, j'ai passé toute la séquence de forêt en laissant cette petite épaisseur ici. Enfin, petite, elle n'est pas si petite que ça. Hein. Là, il va falloir déjà se bagarrer un petit peu pour percuter l'os. Et voilà. Et donc, là, vous avez le choix soit de prendre les ostéotomes de Sommer, soit ceux de Kayat. Si vous êtes sans expérience, je vous conseille plutôt d'acheter les ostéotomes de Sommer. Ça se trouve très facilement chez les marchands d'instruments chirurgicaux. Et pour ma part, j'aime bien si vous voulez terminer déjà mon forage au diamètre de mon implant et ensuite passer avec les ostéotomes en séquençant, en commençant par un tout petit diamètre, c'est-à-dire le plus petit diamètre, ce qui va me permettre de travailler sur une toute petite circonférence et avoir plus de contrôle de ce que je fais. Si on veut tout de suite prendre un gros diamètre et qu'on tape sur un os dense, on peut être vraiment obligé de taper fort et d'un coup, peut-être que le cal osseux, enfin le petit bouchon osseux qui reste au-dessus, va partir d'un coup dans le sinus et là, on ne va pas du tout contrôler ce qu'on fait. Tandis que si on commence par un petit diamètre, ensuite on prend le diamètre au-dessus, on va à ce moment-là juste travailler sur cette couronne-là et puis le diamètre au-dessus, on va retravailler sur cette petite couronne-là et encore sur l'autre couronne. Si vous voulez, ça va permettre de mieux sentir ce qu'on fait, de mieux contrôler son geste. Voilà. Ensuite, la troisième phase, une fois qu'on a fait cette ostéotomie, enfin cette modification du plafond de l'alvéole, donc du plancher du sinus, on va faire un apport particulaire. Quand l'apport est relativement faible, ce qui est le cas ici, et que l'os est de bonne qualité, on peut se contenter avec ce récupérateur d'os d'utiliser les particules qui ont été générées par le forage. Hein. C'est comme si vous coupez, ce que je dis souvent aux patients, ils sont toujours très étonnés de voir ce qu'on peut récupérer comme os. C'est comme si vous faites un trou dans quelque chose de dense, une matière dense, du bois, ça fait des copeaux. Ben là, ça fait des copeaux d'os. Et donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, l'introduire. Là, c'était très rustique à l'époque, on n'avait pas encore d'applicateur d'os. On le verra sur la vidéo à la fin, on en a. Là, on l'a juste posé ici et puis on l'a ensuite dirigé, si vous voulez, vers le haut de notre puits de forage pour aller le positionner au niveau de notre augmentation. Voilà, donc les particules autogènes, quand on n'en a pas beaucoup, je trouve que ça convient très bien. En plus, c'est très écologique, les patients adorent. Et c'est quand même très économique parce que c'est vrai que si on utilise des particules du commerce, genre xénogreffe par exemple, ça coûte vite pas mal d'argent. L'avantage étant qu'on a ces particules du coup en quantité illimitée. Si vous avez besoin de 0,25 cc, vous en prenez 0,25 ou 0,5 ou 1 cc. Voilà. Donc, mais pour ces petits apports-là, avec les ostéotomes de Sommer, la percussion verticale en général, on peut se contenter, donc, comme je le disais, de l'os particulière. Voilà, ça c'est pour ceux que ça intéresse la référence du kit de récupération osseuse qu'on utilise, nous, dans notre activité depuis la nuit des temps, avec, je trouve, beaucoup d'efficacité. Voilà, et donc la quatrième phase, dans ce cas-là, ça va être de poser l'implant. Bien sûr, c'est la présence, le vissage de l'implant
qui va aller continuer d'aller compacter en quelque sorte cet apport particulaire là où il faut. Vous voyez qu'on devine qu'il est contenu par l'élévation de la membrane. Vous voyez, il n'y a pas du tout de perforation. Et dans ce cas-là, enfin, je le précisais, mais c'est une pratique qui est pratiquement quotidienne chez nous. On fait une technique en un temps, c'est-à-dire qu'on met en fin de chirurgie le pilier de cicatrisation. D'autant plus que là, on est protégé parfaitement par les dents voisines. Je parle du pilier de cicatrisation dans ce genre de situation. Je ne vous parle pas d'un Caldwell plus important. Voilà le contrôle à 4 mois. Donc, vous voyez, on a fait une augmentation, somme toute légère, on a augmenté de 2 mm. Voilà, en fait, on a engagé l'extrémité de l'implant dans la corticale sinusienne, ce qui fait qu'on a vraiment un ancrage osseux qui est très conséquent et garant de la pérennité de notre traitement implantaire. Voilà, donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui voudrait s'initier à cette technique. J'avais juste une remarque, c'était la mise en place ou non d'os au moment, avant la pose de l'implant à l'apex, parce que cette belle image là que vous voyez à droite, on peut avoir la même chose juste avec l'utilisation des ostéotomes en repoussant donc l'os du puits de fourrage qui va donc décoller la membrane et 4 mois après, autour de cette membrane, en dessous, de l'os se sera reformé. À partir du caillot sanguin. Je vais en parler après, dans la littérature. Tout à fait. Mais moi, j'aime bien quand même, si j'ai de l'os, ça m'embête de l'avoir récupéré, de le jeter, donc autant aller le mettre là où il sera plus utile. Voilà, un autre cas, des cas comme ça, on en fait, je dirais, quotidiennement. À partir du moment où on est sous le sinus, en général, on n'a pas beaucoup de hauteur d'os. Et très régulièrement, on fait des petites élévations comme ça qui font partie du quotidien. Vous voyez, ce cas, il est intéressant parce qu'on voit le cas initial, on avait un profil, on va dire, concave vers le haut. Et ici, on voit cette espèce de halo gris, là, ça c'est l'os qui a été mis, pas de l'os autogène aussi. Et vous voyez ce qui s'est passé 12 mois après, une fois que les couronnes ont été mises en place et que la fonction endostée a de nouveau été conséquente. Eh bien, la physiologie osseuse a fait que la corticale, vous voyez ici, s'est réorganisée et on a à présent une corticale qui est convexe vers le haut alors qu'elle était concave au départ. Voilà, donc voilà ce que Anne-Claire évoquait comme technique. C'est une évolution, enfin, je ne dirais pas que c'était une évolution. La technique qu'on vient de décrire est toujours, pour moi, en tout cas pour mon activité personnelle, vraiment représente 95% de ce que je fais quand je fais des ostéotomies comme ça verticales, réduites. De nombreux auteurs, depuis quelques années, ont décrit justement ce que Anne-Claire évoquait, c'est-à-dire de faire l'élévation de la membrane sans faire d'apport particulier, sans greffe osseuse. Et les résultats sont plutôt très bons puisque on a des reformations qui peuvent aller jusqu'à 5 mm de haut, enfin des élévations. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà, comme vous aurez le replay, vous pourrez, je vais passer rapidement là-dessus, à loisir, prendre ces références. Tout ça, c'est des publications qui évoquent la même technique, c'est-à-dire de relever, mais sans apport particulier. Et en général, elles sont toutes concordantes. Ça fonctionne très bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, si déjà vous avez récupéré des copeaux, autant les mettre. Voilà, donc si vous voulez, le but de cette technique relativement simple, c'est de pouvoir placer un implant d'une longueur au moins de 8 à 10 mm. Et comme je le disais aussi, cette notion de stabilité d'ancrage osseux est très importante, en particulier au maxillaire, puisqu'on a
souvent un os un peu plus tendre. On est souvent opposé à des dents beaucoup plus agressives, enfin des dents agressives, entre guillemets, occlusalement parlant, du bas, parce qu'on est dans un os beaucoup plus charpenté en bas. Et donc, on a vraiment une nécessité, si vous voulez, à sécuriser et à utiliser tous les trucs pour avoir le maximum d'ancrage. Donc, le fait d'aller accrocher l'extrémité de l'implant dans cette corticale, pour moi, c'est hyper intéressant. À la limite, si je n'ai pas d'augmentation osseuse ici, mais en l'occurrence, on l'a à chaque fois, ça ne me dérangera pas plus que ça. Vous voyez, regardez ici ce cas, on avait quand même une certaine hauteur d'os. Regardez ce qu'on a gagné. Vous voyez, on a gagné tout ça, juste par cette technique qui est finalement relativement simple et écologique. Ici, c'était un projet, on a mis finalement un implant, cette 13 a été extraite, on a mis un implant 13 et 15. Ici, voilà les implants avec un petit bridge par-dessus. Et vous voyez la jolie petite augmentation au niveau de la 15 par cette percussion. Alors, quelle est la limite? Bon, c'est assez opérateur dépendant. Vous avez vu, il y a quand même ce cas-là, par exemple, c'est quand même un cas où la majorité des auteurs des publications disent qu'à partir du moment où on est sur une hauteur résiduelle réduite, il vaut mieux utiliser une autre technique. Mais là, pourtant, moi, j'ai réussi leur satisfaction avec cette technique extrêmement simple. Donc, le revue de la littérature nous montre, en général, il y a un consensus voilà, qui dit que pour une hauteur d'os en dessous de 4 mm, il vaut mieux à ce moment-là faire un abord plus important, un abord extérieur, donc la technique de Caldwell-Luc, mais comme je vous le disais, c'est très opérateur dépendant. Voilà. Donc, l'abord de Caldwell-Luc, ça va être consister à ouvrir un volet sur la paroi vestibulaire du sinus. Donc, il y a différentes façons de faire. Ça peut être une ouverture d'une fenêtre avec une pastille osseuse qui correspond, si vous voulez, à la paroi vestibulaire qu'on va repousser, qui va devenir le plafond du sinus, ou alors tout simplement sans pastille, on ouvre et on ne se complique pas la vie avec ce petit plafond osseux qui est plus, comment dirais-je, satisfaisant intellectuellement que physiologiquement, parce que vous le verrez sur plein d'images, à partir du moment où on n'a pas effracté la membrane de Schneider et on respecte les choses d'un point de vue d'occlusion, etc., les principes de sagesse, ça fonctionne très bien, l'os se réorganise et on a des images qui sont très satisfaisantes. Voilà, l'évolution de la technique, et effectivement, ça c'est une vraie évolution. Et Anne-Claire, par exemple, l'utilise beaucoup, c'est de décrocher un volet, alors de façon très fine. Et pourquoi le décrocher? Parce qu'on va on va chercher à le replacer après, ce qui va constituer une merveilleuse membrane pour empêcher les cellules épithéliales d'envahir éventuellement la cavité qu'on aura comblée. Alors, voici une petite vidéo qui a été faite à propos, à l'occasion du congrès qu'on avait organisé, que le SCIT avait organisé à l'IRCAD il y a bientôt 10 ans, c'était en 2013. Voilà, c'est un cas très réduit qui nécessite effectivement un abord latéral. Remarquez que vous avez une épaisseur très très réduite ici en plein milieu, mais que vite, distalement et mésialement, on a un peu plus de hauteur d'os, d'épaisseur d'os. Ce qui fait que je dévoile un petit peu le truc là, mais en utilisant un implant
suffisamment larges, les spires vont pouvoir aller s'ancrer un tout petit peu dans cette petite bande osseuse et on aura la possibilité de mettre un implant tout de suite, ce qui, comme le montrent certaines études, est un plus, augmente les taux de réussite. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé cette nuit, très tard, d'une demi-heure de vidéo. Là, ça dure 4 ou 5 minutes. Donc, vous voyez, ça, c'est un abord qu'un chirurgien un petit peu confirmé va faire de façon, comment dirais-je, efficace et quotidienne. On peut passer avec des ultrasons, mais on peut quand même commencer avec une fraise boule diamantée, un peu agressive, avec des gros grains, de façon à pouvoir voilà, décortiquer rapidement et finir ensuite avec, ça c'est de la piezochirurgie, ça c'est un ostéotome de boule de petit diamètre qui va permettre voyez, d'aller continuer à ouvrir un peu plus la fenêtre si c'est nécessaire, le volet, enfin la fenêtre, oui, et tout en touchant, vous voyez, on peut toucher la membrane de Schneider. Bon, après, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Il y a des membranes qui sont fragiles. Certaines ne le sont pas, certaines sont fragiles. Donc, on sécurise quand même le geste avec la piézochirurgie. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il y a des membranes, il suffit de les regarder et déjà elles commencent à s'ouvrir. Voilà. Et donc ensuite, c'est un geste très minutieux, très méticuleux. On va passer avec toute une série d'instruments. Ça, c'est des instruments qui ont été mis au point par Michel Jabour, je crois, avec la société Stoma. Vous avez différents profils, différentes courbures. Ça, c'est par exemple un instrument qui va permettre d'aller loin, profondément, pour relever, décoller la membrane jusqu'à la paroi linguale. Voilà. Donc là, il faut vraiment prendre son temps. Et petit à petit, on va pouvoir décoller. Il faut que cette membrane puisse être libre. Là, on la protège avec un peu de pangène. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va tenter de mettre l'implant en même temps. Cet implant va servir en quelque sorte de piquet de tente. Voilà, donc on sécurise pour que si jamais le forêt venait traverser de façon un petit peu trop violente, on touche le pangène et non pas la membrane de Schneider. Et ça, c'est une image intéressante. Ah, zut, je n'ai pas accès avec ce tableau. Je vais m'arrêter. Bon, alors il faudra regarder ça tranquillement par la suite. On va le voir là à un moment donné. Vous allez voir une petite bande d'os et la cavité au-dessus. Là, ça ne tourne pas à l'envers, c'est la caméra qui fait ça, c'est la vidéo. Regardez, quand on va enlever le forêt, vous allez apercevoir ici, vous voyez cette petite bande d'os là? Et ben voilà, ça c'est ce qui va permettre d'assurer la fixation en quelque sorte de l'implant. Là, on le voit pas mal aussi. Vous voyez, on n'a pas grand-chose, hein. On a 2 mm à peu près. Mais ces 2 mm vont permettre d'avoir une stabilité primaire. Et voilà, ça c'est comment ça s'appelle déjà? Un applicateur. Un applicateur d'os. Ça ressemble un peu au principe du porte-amalgame pour les anciens, puisque ça n'existe plus l'amalgame, hein, je crois. Et donc, vous allez pouvoir déposer, vous voyez, en petite quantité. On a en gros fait une fenêtre qui correspond au diamètre de l'instrument, déposer des particules et aller les pousser, les mettre au fond de la cavité, parce que ça, c'est un endroit, une fois qu'on aura mis l'implant, qui ne sera plus accessible après. Voilà, donc ça, c'est un implant avec un petit platform switching qui est caractéristique du TSV4. Et l'implant est mis à la main. Moi, je mets personnellement, enfin, nous trois, mettons nos implants à la main, pas avec des micromoteurs, parce qu'avec le doigté, on sent beaucoup plus les choses. Et vous voyez qu'ici, on a une petite clé débrayable à torque variable qui a débrayé à 30 newtons. Donc, vous vous rendez compte de la qualité de l'os et surtout de la précision de la préparation, puisque ces 2 pauvres petits millimètres d'os nous ont permis d'avoir un ancrage de 30 newtons. Voilà, donc là, on termine le comblement de la cavité.
Voilà, vous voyez, on a une petite fenêtre, hein, c'est une chirurgie quand même relativement peu invasive, hein. Je le précise parce que, et là donc on met un petit peu de pangène encore en surface pour avoir une sorte de caillot sanguin qui va se mettre en place directement. Et donc directement le pilier de cicatrisation, notez au passage l'augmentation de gencives, de volume de gencives kératinisées qui va permettre de sécuriser, d'avoir une paroi extérieure gingivale, oui, plus résistante. Voilà, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi conserver cette papille, mais c'est compliqué et franchement, ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, donc l'évolution de la technique, c'est de faire une préparation très fine, donc en général plutôt avec des instruments de la piézographie, piézographique, vous voyez, qui permettent vraiment d'avoir une tranchée fine. Alors si vraiment on a un peu d'épaisseur, on va essayer si c'est possible, de faire une préparation légèrement en queue d'aronde, en pensant que le volet va pouvoir se replaquer plus facilement, sinon il risque peut-être de flotter un petit peu dans la cavité. Et donc, on le décroche. Alors, ça paraît assez périlleux comme technique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de façon plutôt sécurisée, Anne-Claire, hein. Absolument. Ouais, on peut imaginer que quand on va décrocher ce volet, la membrane va partir avec et en fait, non, elle se détache et même l'artère alvéolo ventrale, quand il y en a une, voilà, se reste accrochée, n'est pas tirée avec le volet. Voilà, tu veux faire un commentaire inter là-dessus? L'artère alvéolo-ventrale, en général, comme on disait, elle est plutôt accrochée à la membrane de Schneider. Donc là, sur l'image de gauche, vous voyez le volet passe par l'artère, mais avec la piézochirurgie, vous pouvez toucher ou caresser la membrane de Schneider et l'artère sans en effracter ni l'une ni l'autre. Donc, tout est question de douceur et de prendre son temps pour décrocher le volet sans trop tirer dessus. Éventuellement, utiliser encore la piézochirurgie pour caresser en dessous du volet et séparer d'éventuelles petites fibres de la membrane de Schneider qui s'accrocheraient encore au volet pour petit à petit le dissocier totalement de cette membrane de Schneider et de l'artère alvéolo-ventrale. Merci pour ces précisions, cher penseur. Et voilà, donc en fin de chirurgie, le volet qui est repositionné, vous voyez, qui est de façon quand même plutôt très hermétique. Et donc les implants qui ont été mis en place et qui à nouveau servent de piquet de tente et qui quelque part servent un petit peu aussi de repère pour notre augmentation osseuse. Donc vous voyez que là, on a une augmentation osseuse qui a été faite, qui est assez spectaculaire, hein. Regardez comment était le profil ici. Et donc, ce qu'on a réussi à obtenir, enfin, ce que Ander a réussi à obtenir avec son volet, vous voyez, par rapport à là et là. Mais même si c'est spectaculaire, on n'est pas invasif. Regardez, le sinus, il est énorme, vous voyez. Donc, il faut, je pense, respecter ce genre de principe pour ne pas perturber la physiologie du sinus. Et c'est en respectant cette démarche que dans notre pratique, on a quand même extrêmement peu de complications sinusiennes, hein. Vraiment très, 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 très peu. Alors, quel matériau de comblement choisir? Bon, on a tout essayé, hein. Moi, j'ai commencé à faire mes premières greffes en 90 de sinus, donc ça fait 30 ans. À un moment donné, on a eu une période où on a utilisé du synthétique complet, du bêta-TCP, voilà, parce qu'on ne voulait pas de la vache folle, etc., des greffes autogènes, ça ne suffisait pas. Des greffes allogéniques de banque osseuse, ça faisait peur aussi. Voilà, mais
maintenant, vraiment, notre tendance, c'est de la xénogreffe. Et on ne va pas faire de pub, mais on utilise un matériau qui va être cité dans une publication là, qui fait vraiment l'unanimité mondialement depuis des dizaines d'années. Voilà, alors on peut vous conseiller cette lecture extrêmement intéressante qui est une étude, vraiment une méta-analyse, une étude systématique de la littérature sur plus de 20 ans et qui porte sur 10 000 implants. Donc 10 000 implants, ça commence à être une étude très solide. Voilà, alors sur cette période, on a utilisé des implants à surface lisse au départ, des implants à surface rugueuse, etc. Bon, on va faire vite la synthèse. Si vous voulez, quand on choisit, on va faire toute surface confondue, donc sur ce nombre d'implants très important. Avec de l'os autogène, on a 90% de taux de survie. Avec de l'os autogène et des substituts, donc un mélange, on a 94%. Et si on n'utilise que des substituts, on a 96%. Vous voyez, donc c'est un petit peu, enfin, c'est complètement différent de ce qu'on vous disait avant pour une ostéotomie de Summers, où on va très volontiers prendre juste le peu d'os particulaire qu'on a récupéré, parce qu'on va faire une augmentation, somme toute, très, en général, en tout cas, très légère. Et c'est vrai que les augmentations plus importantes que je vous ai montrées, elles ont pu être faites avec un substitut osseux et non plus de l'os autogène. Je parle du Summers, là. Et donc, vous voyez qu'ici, avec les substituts, on est quand même à 96% de taux de survie, ce qui est quand même considérable. Et une autre étude nous dit que l'utilisation du BioOS de la société de Geistlich, qui est quand même l'experte dans ce genre de biomatériaux, améliore la stabilité de la greffe dans le temps. Et c'est très intéressant de pouvoir utiliser, quand on fait une greffe importante, cette seringue où vous avez directement le matériau qui est à l'intérieur. Bon, il y a eu un petit problème récemment, mais ça va se régler. Actuellement, c'est plus disponible, je crois, sur le marché. Non, toujours pas. Non, parce qu'il y a… Quelqu'un n'a pas pompé correctement et n'a pas enlevé le petit capuchon de protection et a appuyé très très fort, beaucoup trop fort, en projetant le capuchon dans le sinus. Voilà, ça fait partie des incidents, voilà, on va dire, regrettables, mais… qui sont presque inimaginables pour quelqu'un qui est prudent. Mais voilà, donc le BIOS utilisé avec cette seringue, c'est un grand confort chirurgical. Je peux vous le dire, moi qui ai au début fait des greffes sinusiennes relativement importantes, où on utilisait peut-être 1 à 2 cc de matériel particulier, on les amenait avec une espèce de petite cuillère et ça durait très longtemps. C'était très pénible. On peut être amené à mettre tout à fait, on peut deux mettre BioOSPEN dans un sinus. Combien fait le volume de… 0,5 grammes, 1 cc. 1 cc, voilà. Donc oui, ça nous arrive de mettre 2 cc sans problème, rarement plus quand même. Oui. Mais a priori, Geistlich va bientôt remettre pour le circuit. Recommercialiser les pennes. Bon, les pennes, c'est la seringue. Voilà. Alors, donc, labor latéral, à partir de quelle hauteur? On en a déjà parlé. La 4e conférence de consensus de l'EAO en 2015 parle là d'une hauteur de à peu près 5 mm. Franchement, nous, en tout cas, moi, je suis assez limite toujours de ce qu'on peut faire. J'aime bien voir jusqu'où on peut aller. Vous avez vu avec le cas d'Anne-Claire avec le volet latéral là, qui a été enlevé et repositionné. On avait quoi derrière 1 mm. Voilà, pas plus. Alors, ensuite, il y a un abord crestal, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout on passe pas du tout par un volet extérieur, on va passer par la crête, qui, pour moi, est une indication. Je sais que ça ne fait pas du tout l'unanimité. Je regardais l'autre jour avec intérêt le webinaire de Pascal Valentini, qui est quand même
reconnu comme un expert mondial des greffes sinusiennes. Hein. Il a fait des conférences dans le monde entier. Et lui est vraiment opposé à cette technique Crestal, même de l'ostéotomie de Summers, parce qu'il évoque des perforations de membranes non détectées par l'opérateur dans de nombreux cas. Voilà, nous, on ne pense pas pareil. Et la preuve qu'on a raison de continuer avec notre technique, mais il avoue d'ailleurs qu'il ne pratique pas cette technique. Oui, mais c'est quand même une technique qui est très opérateur dépendant. Donc, effectivement, c'est difficile de faire des statistiques parce que lui, il parlait de 50% de perforation avec une technique de Summers. Je ne suis pas sûre que chez nous, on arrive à 50% de perforation. Non. On est quand même nettement meilleur que Pascal Valentini. C'est ça. Pascal est un ami. Je ne pense pas qu'il va regarder notre webinaire, mais s'il en entend parler, il saura que j'ai plaisanté. La preuve que ça fonctionne bien, c'est que les radios, elles ne mentent pas. Hein. Si on avait perforé, l'os partirait dans le sinus, et qu'on voyait qu'une image vraiment bien cerclée, comme ça, de haricots, là, de mine, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, moi, me pousse à choisir parfois cet abord occlusal? Alors, c'est quand l'abord latéral est trop difficile. Ça peut arriver. Hein. Vous avez des patients qui, d'un point de vue opératoire, quand ils ouvrent la bouche, ça vous limite considérablement le champ parce qu'ils ont un orbiculaire des lèvres très serré, ou ils ont une musculature importante, ou enfin, il y a des conditions où l'accès n'est pas bon, et si l'accès chirurgicalement n'est pas bon, eh ben, on se diminue considérablement les chances de réussite. Donc, c'est clair que crestalement, l'abord est beaucoup plus facile. Après, il y a des inconvénients, on va en parler après. Il peut aussi y avoir parfois des artères, là on n'en voit pas sur ce cas-là, mais une artère alvéolo-ventrale importante, très basse, ou pourquoi pas un potentiel osseux qui serait dommage de supprimer en faisant un abord latéral juste en meulant. Après, c'est vrai qu'il y a la technique du volet. Mais pour mettre cette technique en œuvre, il faut qu'on ait une anatomie favorable. Vous me direz, ça, c'est pas très favorable. On est bien sûr dans un site réduit, mais favorable dans le sens que c'est quand même suffisamment large et avec une qualité osseuse correcte qui va permettre de pouvoir éventuellement accrocher notre implant tout de suite. Donc là, on travaille plus avec la piézochirurgie. Vous voyez, il y a pas mal d'inserts disponibles. J'aime bien personnellement aussi utiliser ces instruments de dentium, en particulier celui-ci que vous voyez en gros là, qui permet de repousser la membrane tout en allant un petit peu de façon périphérique décoller en même temps. On utilise aussi les instruments de la dentisterie. Ça, c'est un instrument qui fait partie d'un kit qu'on devrait mettre au point avec Thomas, je crois. Depuis au moins 12 ans. Oui. Et on n'a pas le temps. C'est ce que j'avais baptisé joliment le kit ACM, n'est-ce pas, Anne-Claire Metz. Et ça, c'est un instrument qu'on ne voit pas dans le commerce. Ça, c'est un instrument qui est tout petit et qui va permettre justement par cet abord occlusal d'aller décoller de façon relativement efficace la membrane. Ça, c'est tout simplement un fouloir à brunissoir, à amalgame, hein, ça aussi. Donc ça, c'est vraiment des instruments de la dentisterie opératoire. Et dans le kit ACM, d'ailleurs, je reviens en arrière, je voudrais que ça, ce soit un petit peu plus long et que ce soit un peu strié. Donc ça, c'est carrément du développement industriel et je ferai ça à la retraite. Ce sera mon cadeau de départ à la retraite pour ma fille. Tant pis. La société de Zimmer a commercialisé à un moment donné un kit qui était pas mal, qui s'appelait le Sinus Kit, où justement il y a cet applicateur là qui ressemble à ce porte-amalgame
Voilà, avec des inserts relativement fins, un peu plus épais ici. Ça peut être intéressant. Mais malheureusement, elle ne commercialise plus ce kit, je crois, actuellement. Hein. Bon, enfin, ça, vous trouvez ça avec Internet, vous trouvez facilement tout ce que vous cherchez. DEVE, ils le font. Ah, L'applicateur. oui. Le fouloir aussi, je crois. Oui, mais on est sponsorisé Oui, par Zimmer ce soir. Oui, bon. Citons 3 autres marques. Voilà. Alors, là encore, c'est très opérateur dépendant, mais on peut aussi, pourquoi pas, combiner avec les ostéotomes. Et là, je dirais qu'après des années d'activité, comme moi, par exemple, ça fait 20-30 ans que je fais ça, enfin, pas Labor Cresta, Labor Cresta, ça fait peut-être plutôt 20 ans. Selon l'épaisseur de l'os, selon la qualité de l'os, etc., je peux commencer par la piézochirurgie et puis je peux quand même impacter un petit peu. On le verra sur une vidéo après, si on a encore le temps. Ça va, on est dans les temps là pour l'instant. Voilà, donc un cas clinique, ou 2 cas cliniques plutôt. Donc, vous voyez cette situation voilà, qui n'est pas si défavorable que ça, mais enfin qui est quand même suffisamment défavorable pour justifier une augmentation par greffe sinusienne. Donc, vous voyez que, je reviens juste en arrière, sur une radio panoramique, souvent c'est relativement trompeur, surtout quand l'os est de bonne qualité, parce que vous pouvez, comme c'est juste une projection, vous pouvez avoir un profil osseux qui remonte un petit peu et tout ça projeté sur un seul plan peut vous donner une fausse impression d'anatomie pas si défavorable que ça. Si vous regardez le cône BIM, vous voyez que le profil, il est quand même relativement réduit. Mais quand vous avez des corticales très denses, comme c'est le cas ici, palatinement, vestibulairement, tout ça projeté donne une fausse impression d'os plus important. Voilà, donc ça, c'est un cas qui a été fait il y a quelques années. Donc, on a fait une belle augmentation osseuse avec la possibilité de mettre tout de suite les implants aussi. On ne va pas forcément les mettre tout de suite, hein, mais on essaie toujours de les mettre si on a, comment dirais-je, si on pense qu'on va pouvoir avoir un ancrage, une stabilité osseuse immédiate, on va tenter de les mettre. Quitte à ce que si on n'y arrive pas, tant pis, on les met pas, on les dépose, on les a perdus, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc là, vous voyez, il y a, je sais pas une complication, mais il y a des petites bulles en fait dans la greffe osseuse là sur cette image post-opératoire, mais ça va se résoudre tout seul. Et regardez l'image à 4 ans, alors déjà comme on a été de nouveau peu invasif hein, finalement. Vous voyez, on a à peine dépassé le niveau osseux des dents voisines. Donc là encore, le sinus est laissé complètement libre. Et vous voyez comment la corticale s'est réorganisée, s'est reformée. Je reviens juste sur l'image précédente. Et là encore, c'est la fonction, si vous voulez, occlusale qui a augmenté la stimulation osseuse, la fonction endostée, et ce qui fait que l'architecture osseuse s'est considérablement modifiée. Voilà, un autre cas, c'est ici au niveau de la 16. Donc, vous voyez, très peu d'os là. Très peu d'os, mais un os de bonne qualité et une crête très large dans le sens vestibulo-palatin. Donc, on a fait ici une technique sans lambeaux, c'est-à-dire qu'on a juste fait un petit punch au niveau de la gencive. On a fait une augmentation quand même spectaculaire. Franchement, elle a été facile à faire parce qu'on a mis un implant large et on avait une fenêtre ici très large, enfin très large, un diamètre de, je pense que c'est un AV6, un diamètre de presque 5 mm. Et c'est sûr que quand vous avez une fenêtre de 5 mm, ben vous y voyez quand même bien et vous pouvez passer vos instruments, vous pouvez être vraiment efficace, vous pouvez récliner correctement la membrane le long des parois. Et voilà, ça c'est un abord particulier, je pense, avec du BIOS.
Voilà, donc le cas avant et le cas en fin de séance. Alors, attention à cet abord occlusal, enfin, il faudrait plutôt dire crestal, n'est pas recommandé pour commencer les chirurgies implantaires. La visualisation peut être quand même délicate. Si on n'a pas d'expérience, manipuler la membrane avec une instrumentation qui n'est pas forcément adaptée à vos gestes, que vous ne connaissez pas, ça peut être vraiment difficile. Et si jamais vous déchirez la membrane, et là je rejoins effectivement Pascal Valentini, c'est difficile de contrôler ce problème. Alors, tout va dépendre de la hauteur d'os résiduelle, mais il peut arriver qu'on soit obligé à ce moment-là de changer de stratégie et d'être obligé de faire un abord latéral. Et comme justement on ne voulait pas faire cet abord latéral, on va se retrouver dans une situation chirurgicale plus stressante. Et donc, ça demande de l'expertise. Et par contre, bien sûr, c'est une intervention qui est très appréciée des patients parce qu'elle est beaucoup moins lourde qu'un abord latéral, bon, qui n'est pas spécialement lourd quand même, mais l'abord crestal, il est insignifiant pour le patient. Voilà, si vous voulez, je vous montre encore, comme on est à 1 heure, là c'est bien. Je vais juste quitter le diaporama pour un instant et je vais vous montrer une deuxième chirurgie qui avait été faite. Alors là, par contre, il va falloir que je baisse le son parce que le son est un peu fort, malheureusement. Une deuxième chirurgie qui avait été faite pendant ce congrès de l'IRCAD, donc avec un abord… Une absence d'os suffisante dans le sens latéral. Je vais baisser un peu le son. Cependant, vu que, comme vous pouvez le remarquer, en mésial et en distal, l'os est plus ou moins évasé. Voilà, donc ça c'est la présentation du cas par le docteur Benaroche. On va avancer un petit peu. Voilà, vous voyez ici le profil, il est quand même pas évident. La faible largeur dans le sens vestibulo-palatal. Voilà, on va avancer un petit peu. Si vous voulez faire des commentaires, intérêt Natacha. Vous voyez qu'ici, on a une perte non seulement osseuse, mais bien sûr avec la gencive qui s'est réduite aussi. On va passer le foret de 2,3 mm. Attendez, je vais juste revenir un tout peu en arrière, parce qu'il y avait une image intéressante. Voilà. Vous voyez ici, en cette photo de profil, on a quand même une situation qui paraît pas simple à gérer. Tout à l'heure, comme il va faire pour ramener justement… et donc, on va faire une incision décalée et on va essayer de mettre les implants tout de suite avec les piliers de cicatrisation pour permettre de décaler cette gencive. Donc là, on a déjà fait des forages. J'ai essayé de réduire un petit peu le résumé de la vidéo avec l'équipe de l'IRCAD. Je vais utiliser donc là, on a passé, si vous voulez, tous les forets. On est au diamètre final déjà. Et on va juste travailler sur la partie apicale. Renaud l'a montré tout à l'heure. On pourra débriefer. On va avancer un petit peu. Le son n'est pas trop gênant, non? Vous m'entendez quand même parler? Voilà, ça c'était justement un des kits de sinus avec des forets un peu plats et des taquets qui empêchent, pour les débutants qui sont rassurants, qui empêchent d'enfoncer trop le foret et qui ne sont pas si pratiques que ça. C'est juste pratique quand la crête est très plate. Je crois qu'on les voit à un moment donné. On va essayer là. Le fait d'avoir déjà passé des forets, ça me permet, là je suis sur… voilà, donc là, distalement, on a une profondeur de travail qui est très différente. À mon avis, on a peut-être 3 mm, donc je vais mettre un stop de 3 mm. Vous voyez Oui, ça c'est l'histoire des stops. Voilà, bon, moi je ne suis pas convaincu par les stops. Regardez, c'est quand même une image intéressante. Vous voyez, vous avez le stop ici qui empêche la longueur de travail est très réduite. Le problème, c'est que dès que vous avez une dent, l'os redescend un peu ou remonte selon la mâchoire. Et du coup, le stop, il est plus positionnable facilement. Ça pouvait augmenter le stress du débutant. Donc là, voilà, on va avancer un petit peu. OK, donc voilà, on a terminé ici notre préparation avec les forets.
Et donc, on va utiliser justement les forêts, les ostéotomes de Kayat. Donc, mise au point par Philippe Kayat, elle est parfaitement adaptée aux implants Screw-Vent du système Zimmer, puisqu'on a des codes couleurs qui correspondent. Voilà, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, on va les voir en œuvre, c'est intéressant. Voilà. J'ai fait avant. C'est-à-dire que grâce à ces instruments, les ostéotomes de Kayat, qui sont un petit peu séquents, un peu coupants à leur extrémité, je pèle en quelque sorte l'intérieur de l'os. Et là, vous voyez la petite strie dorée qui est au ras de l'os, c'est à 8 mm et je vais aller jusqu'à 10 mm. Voilà, là, j'emmène l'os en fait apicalement vers le soulevé de sinus que j'ai déjà démarré grâce à ces instruments du relevé du sinus. Allez-y doucement, forcez doucement, un peu plus fort. C'est bon. Alors, on va passer avec un instrument supplémentaire au niveau du diamètre. Là, si vous voulez, on fait en même temps ce qu'on appelle une technique de spreading. Ce que je viens de faire là, à la patiente, j'ai demandé de souffler un peu par le nez. C'est une technique qui a un nom, qui est la technique de Valsalva. Si la membrane a été percée, normalement, ça doit faire des bulles. Enfin, ça fait des bulles. Donc là, vous avez vu, le sang est juste apparu un peu plus. Ça veut dire qu'il y avait juste la pression de la membrane comme un soufflet, si vous voulez, mais sans bulles. Donc, ça veut dire que tout va bien à ce stade. Enfin, pas vraiment, mais quand même un peu. C'est-à-dire qu'on joue un peu sur le plan transversal et on fait un peu d'expansion osseuse. Vous voyez, je fais une double expansion en fait. Dans le sens vertical, ça va refaire du bruit, madame. Et dans le sens horizontal. Bon, en fait, on n'entend pas trop, mais ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez, on y va quand même assez gaillardement, mais tout en contrôlant bien notre geste. Là, je suis à 6. Là, je suis à 8. Oui, et je m'approche de 10. pause. Donc là, c'est vraiment une technique mixte qui, on aurait pu commencer avec la piézochirurgie, ce qui n'était pas le cas ici. Et vous voyez, alors on mixte avec des ostéotomes, etc. Donc, comme je vous le disais, c'est ce qui montre que c'est très opérateur dépendant. Voilà. Allez, je ne vous en mets pas plus. Et voilà, ça craquelle un tout petit peu. Alors, c'est très spectaculaire C'est pas, parce qu'il y pas a du tout un problème. la chambre du sinus au-dessus qui fait caisse de résonance. Voilà, mais alors, c'est vraiment suivi d'aucun problème. Le petit craquellement que vous avez pu voir là, on peut dire que c'est presque du splitting et on va, si c'est nécessaire, le combler avec des particules. En l'occurrence, ici, j'avais utilisé des implants relativement fins après, en tout cas devant. Donc ça, c'est du pangène qu'on va… On va mettre un peu de pangène encore dans le deuxième site. Pour sécuriser. Voilà, vous pouvez aspirer avec l'aspiration fine. Voilà. Alors, pour anticiper une question qu'on va certainement me poser, est-ce qu'il faut mettre… Alors, je voulais juste faire une observation sur cet instrument que je trouve absolument merveilleux chirurgicalement quand on fait de la chirurgie fine. C'est tout simplement une précelle. Et quand vous serrez la précelle, vous avez finalement un profil mousse comme ça. Et ça, je voudrais aussi que ça fasse partie du kit qu'on va mettre au point pour le strier, pour avoir différentes longueurs, différentes profondeurs, qu'on puisse vraiment visualiser de combien on s'enfonce. Parce que pour moi, c'est un instrument qui est très efficace dans ce genre de petite chirurgie sinusienne. Voilà, on va passer un peu. Là, ce n'était pas très intéressant ce que je disais. Voilà, donc là, on est en train de combler. Les copeaux. Et alors, vous voyez, pour peu qu'on ait mis un insert assez large, enfin un fourré assez large, on arrive à mettre directement l'injecteur en face de cette petite fenêtre et du coup, on est très efficace dans le geste. Alors, regardez, je vous montre les
les bone pushers en quelque sorte qui existent là, de la trousse de Zimmer. Vous voyez, quand on prend un diamètre trop important, on pousse. Alors, ça ne pousse pas forcément parce que ça fait une sorte de pression latérale, parce que c'est trop gros. Et en fait, si on prend l'instrument plus fin, l'autre extrémité de l'instrument, on arrive plus facilement à repousser les grains vers le haut. Et là, du coup, après, on peut prendre la partie plus grosse et on va le faire avec délicatesse. Voilà, je remets un peu d'os avec mon injecteur. Voilà, on va vous voyez, dans Voilà, je voudrais vous montrer quand on va mettre les implants. On va mettre un TSV4 B10, tout à fait classique, pas micro-texturé jusqu'au bout. Voilà, c'est l'implant vraiment classique parce que là, j'ai quand même une bonne attache osseuse. Et on va toujours avoir, je pense, un très bon ancrage. Voilà, on va retirer le porte-implant. Je peux avoir un pilier cicatrisation HC. On va partir sur un 3, 4, 5 classique. Voilà, je vais retirer le porte-implant. Hop. Et on va encore tourner un tout petit peu plus. Oui, on est légèrement supra-osseux. On a de nouveau ce concept de plateforme switching. Voilà, parfait. Là, j'ai un super bon ancrage. On a une clé dynamométrique. Vous avez vu que là encore, on n'avait pas beaucoup de hauteur d'os au départ. On va serrer à 30 newtons tout de suite la clé et on va vérifier si ça débraye ou pas. Là, je suis à 30 newtons. Et vous voyez, ça débraye déjà. Donc, voilà. C'est phénoménal. Donc, il nous reste encore à mettre le premier implant. Vous voyez, là, on a vraiment une crête osseuse qui est fine. Mais bon, ce n'est pas pour autant, on est dans l'esprit de… Voilà, donc le premier site était plus fin. On va mettre un implant plus fin, le SVM, que malheureusement la société Zimmer Biomet a supprimé, la société américaine, contre l'avis de ses utilisateurs. Moi, c'est un implant que j'adorais, mais il paraît qu'on va nous ressortir un implant de nouveau d'un profil de 3 mm, d'un diamètre de 3 mm. C'est vraiment pour moi indispensable sur des sites réduits. Voilà, donc là, ça c'est la fin de la chirurgie. Faire comme ça. On fait un petit punch pour adapter la gencive. Voilà. En fait, je mets du pilier pour faire mon encoche. Voilà, je vais juste vous montrer le premier point de suture et puis après, je laisserai Anne-Claire terminer. C'est bien. Vous voyez comment la gencive se repositionne bien maintenant, Audrey. Il faudrait juste écarter un petit peu plus joliment, là, pour plus efficacement. Ouais. Alors Audrey, elle a une qualité extraordinaire pour un assistant. Voilà. Je voudrais juste faire une remarque critique à mon égard. Anne-Claire, qui va vous faire un webinaire sur les sutures, je crois en septembre à la rentrée, me dit que ce que je fais comme nœud n'est pas un nœud plat. C'est-à-dire que quand je serre le nœud, il ne se serre pas, il se rouvre facilement. Bon, j'en fais un deuxième par-dessus, mais Inter vous donnera tous les trucs pour faire une suture efficace. C'est qu'elle est gauchère et elle fait tout de la main gauche et c'est très facile pour elle puisqu'elle est à gauche. Et du coup, elle est d'une extrême efficacité. Vous avez… Oui, alors on va juste avancer un petit peu. Je ne vois plus mon curseur, là, voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette image aussi. Rappelez-vous comment a été le profil très réduit au départ de la gencive. Le fait d'avoir fait une incision un peu décalée palatinement et de mettre des piliers de 4 mm de diamètre va faire qu'en fait, on augmente notre profil de gencive de 4 mm. Et on revient à peu près au profil gingival qui existait quand il y avait les dents. Et donc ça, c'est une technique qui est vraiment pas du tout traumatisante. On ne va pas chercher de la gencive au palais, faire des gestes douloureux. Cette zone-là va totalement se réépithéliser très, très rapidement. L'os en dessous est fibrogénique et on va bien sûr combler avec un peu de collagène et on va avoir quelque chose qui va être naturellement très, très satisfaisant quelques semaines après.
le réunir, on va juste positionner la gencive comme ça et on aura gagné tout ça en épaisseur de gencive. Eh bien, écoutez, il nous reste à remercier Madame pour sa bonne coopération et on a fait une chirurgie qui est plutôt bien réussie. En tout cas, Michel, c'était parfait. Ici, à la vidéo, c'était superbe. Et voilà, les on deux. va quitter. Natacha me montrait une question. Qu'est-ce qu'on fait avec les fumeurs? Est-ce qu'on fait ça avec les fumeurs? Je propose qu'on en parle après. J'ai presque terminé, en fait. Voilà, alors, selon l'importance de l'augmentation sinusienne et donc de la réarchitecture de l'os recréé, plus c'est important, plus il faut être prudent par la suite au niveau prothétique. Et on donne des recommandations très précises, un peu fastidieuses. Parfois, on embête un peu nos correspondants, mais c'est important parce que des études ont montré que l'os continue à s'organiser jusqu'à 2 ans après la… On va voir. Bien. Tu mets un peu de persil, mais c'est de la moutarde, ça va aussi. Docteur Chaloux, il faut couper votre micro, s'il vous plaît. Donne. Je laisse-le un peu. Ah, mais je te dis donne. Voilà, merci. Le problème de cette petite maison là en face, cet appartement, Non. pour que ce soit vraiment dans son Moi, je peux parfait. couper le micro, non, malheureusement. Hein. Alors, les recommandations, c'est que au départ, donc, parce qu'on ne va pas attendre évidemment 2 ans pour faire un bridge sur les implants posés au niveau du sinus. Donc, en général, on est quand même prudent, on attend 8 mois. Et je peux vous dire que 8 mois, parfois, sous la pression des patients, c'est long. Donc, c'est déjà pour commencer de ne pas serrer les vis de transfert avec une clé dynamométrique à 30 newtons. Ça n'a aucun intérêt. Si vous serrez simplement la main, fortement à la main, voilà, mais sans y aller comme une brute, vous pouvez être totalement assuré que votre pilier transfert, pilier de cicatrisation, enfin toute pièce prothétique possible, sera parfaitement ajusté au niveau de la connectique de l'implant. Ce n'est pas du tout la peine d'aller serrer à 30 newtons. Si vous serrez à 30 newtons ou plus, vous risquez de faire un torque de l'implant dans cette greffe osseuse, et c'est déjà arrivé que l'implant tourne un peu. Ce n'est pas forcément catastrophique, mais c'est quand même à éviter. Et pourquoi pas dans des cas difficiles où on a du bruxisme, où on a une arcade en face qui est agressive, où on a fait une grosse augmentation osseuse, pourquoi pas envisager un bridge provisoire en résine, si vous voulez, avec une mise en fonction douce pour 6 mois, voire plus, 1 an, même 2 ans, un bridge provisoire peut-être un peu armé qui soit quand même résistant, mais qui, au niveau occlusal, ne soit pas trop agressif, comme ce serait le cas de la céramique qui serait immédiatement posée. Et quand on va donc poser le dispositif, enfin le bridge ou les couronnes définitives, entre guillemets, enfin d'usage, il faut serrer les faux moignons, c'est-à-dire les vis des faux moignons, progressivement, on va dire à 20 newtons, centimètres. Et y aller progressivement, ça veut dire que si jamais le patient ressent quelque chose, réagit un peu, c'est que là, vous êtes en train d'agir sur l'interface entre l'implant et le greffon pourtant consolidé, mais qui est quand même encore assez fragile. Et donc là, il faut y aller doucement. Et en cas de question, n'hésitez pas à arrêter votre geste, nous téléphoner pour avoir une conversation peut-être éclairante pour vous. Voilà, donc si on est avec un bridge d'usage qui a été scellé au thème monte, avec un peu de vaseline, il vaut mieux. Alors, s'il est scellé uniquement, s'il est vissé, c'est beaucoup plus simple, évidemment, de gérer le décellement, la dépose. Donc, si vous scellez, après 6 mois, même pourquoi pas plus, desceller pour serrer à ce moment-là 30 newtons, parce que là, l'os aura continué à se densifier, à s'architecturer.
et vous allez pouvoir donc serrer plus fort et sceller par-dessus avec un ciment peut-être plus conséquent. Voilà, excusez-moi, j'essaie juste d'endiguer un éternuement qui peut être d'ailleurs Source de complications. oui, source de complications sinusiennes. Là, c'est passé. Voilà, j'aurais pu encore rajouter des choses. Évidemment, quand on fait un cours sur le sinus à notre cabinet, c'est un cours d'une journée, on présente beaucoup plus de choses. Là, on a voulu, en quelque sorte, vous faire un petit raccourci pour vous donner un panel de ce qui peut se faire. Mais on aurait pu parler justement des complications et l'éternuement, c'est pas une blague, l'éternuement en est une. Pascal d'ailleurs le disait très justement aussi. Il évite de faire des greffes importantes dans les périodes pour les gens allergiques, en tout cas, dans les périodes où il y a beaucoup de pollen, comme c'est le cas actuellement, le printemps en particulier. Voilà, donc en conclusion, mais on va évoquer un certain nombre de questions. En conclusion, nous, on a vraiment fait le pari de faire des techniques très peu invasives, et elles peuvent le devenir vraiment moins invasives avec les moyens qu'on a techniquement actuellement. Les moyens logistiques qui sont augmentés, on a vraiment à notre disposition tout un panel d'instruments au niveau la piezo, au niveau des formes, etc., qui nous permet d'être plutôt très performants. Et la technique est plus rapide aussi, hein, c'est vraiment exceptionnel qu'on greffe, qu'on attende 8 mois, qu'on implante, qu'on réattende encore 6 mois, donc qu'on fasse un traitement qui va durer presque 1 an et demi avant de pouvoir enfin commencer à mettre un artifice prothétique. Le fait, et je croyais que j'allais vous montrer une étude que je vous ai annoncée tout à l'heure, mais je l'ai zappée. Elle doit être dans les diapos cachés. Le fait de mettre l'implant immédiatement en même temps que la greffe, pour peu que l'implant ait un bon ancrage, augmente les taux de succès. Voilà, donc une grande efficacité de la technique, beaucoup de satisfaction de notre part et une avancée significative pour nos patients. Et voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, vous en avez posé un certain nombre comment ? Il y en a une. Ah, une seule, c'est tout? Tu n'as pas de questions non plus? Alors, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de remettre l'image. Voilà. Alors, donc la question, c'est les fumeurs. Ouais. Est-ce que c'est contre-indiqué? Est-ce qu'une intervention comme ça est contre-indiquée chez un fumeur? Quelle intervention? C'est très variable. Quand on étudie la littérature, comment je fais pour mettre ça? Je ne sais pas. Non. Bon, enfin, on nous voit? Pas bien. Oui, je vais essayer de mettre une grande image, ce sera quand même plus sympa. La littérature est très nuancée sur la question. C'est vrai que normalement, un fumeur, c'est une contre-indication, en particulier quand on va faire un geste un peu invasif, plus ou moins invasif par rapport à la membrane de Schneider. C'est vrai qu'un gros fumeur, moi j'ai eu l'occasion on ne devrait pas le faire, mais on le fait quand même, j'ai eu l'occasion de faire des greffes à un fumeur de cigare. Et je peux vous dire qu'à peine j'avais touché la membrane d'un côté, elle est partie comme une baudruche. J'ai fait l'autre côté et ça a été exactement pareil. Voilà, donc est-ce qu'une membrane fine chez un fumeur, c'est plus fragile? Personnellement, je pense que oui. Je pense qu'il faut avoir du bon sens. Après, ça dépend de ce qu'on fume. Beaucoup d'implantologistes considèrent qu'en dessous de 5 cigarettes, même si c'est considéré médicalement comme un risque important, je ne sais pas le faire non plus, en dessous de 5 cigarettes, le risque n'est pas si important que ça. C'est vrai qu'on a un problème Fais attention de ne pas nous squeezer le zoom. Hein. On a des problèmes bien sûr de vascularisation. La nicotine, c'est clair que c'est vasoconstricteur. Voilà, pour ma part, je pense qu'on va s'abstenir si on a un fumeur qui fume au moins 10 cigarettes par jour.
on va s'abstenir de lui faire une greffe importante de sinus. Faire un petit relevé augmenté de 2-3 mm, à partir du moment où la membrane va être repoussée vers le haut, ne va pas être réfractée, bon, ça ne pose pas de problème. Les fumeurs, leur problème, c'est la cicatrisation. Ça se voit déjà après une extraction. C'est lent, ça cicatrise lentement et pas bien. Voilà. Donc, si déjà vous observez ça au moment de le geste d'extraction, bah, c'est peut-être un signe qu'il ne faut pas faire la chirurgie sinusienne. Voilà. Bah, écoutez, alors s'il n'y a pas d'autres questions, si? Non. Merci beaucoup. Prochaine étape du SCIT, ça va être 1er juillet. voilà, le 1er juillet. C'est donc, nous aurons le plaisir de voir le docteur Zettel, Natacha, qui va nous parler de notre activité parodontale qui s'est imposée à nous depuis maintenant un certain nombre d'années. On ne peut pas envisager une activité implantaire sans avoir, bien sûr, cette vision d'un parodonte sain. Et c'est très intéressant. Natacha fera ça en 2 étapes. La première étape, ça sera cette année. Et il y aura une suite pour l'année prochaine qui sera plus tournée sur les traitements, je crois. Oui, avec peut-être un peu plus de cas cliniques l'année prochaine aussi. Mais oui. Il y en aura aussi la prochaine fois. D'accord. Donc, 1er juillet à 19h. Et on voulait aussi vous faire de la pub pour le SCIT. Ah oui, parce que Madame la Présidente m'a fait remarquer que comme on avait donné libre accès pour ce webinaire, avec en plus la possibilité de faire de le voir en replay. Le replay, voilà. Du coup, vous ne vous inscrivez plus, vous ne cotisez plus au SCIT. Et le SCIT a des difficultés. Non. En cotisant au SCIT, vous pouvez avoir accès à toutes les fiches pratiques qui sont présentes sur le site internet, qui sont comme des tutoriels pour tous les cas de prothèse, du plus simple au plus complexe, avec des explications pas à pas. Donc, c'est très intéressant. Et ça vous permettra aussi, lorsque nous reprendrons les conférences en présentiel, de pouvoir y participer. Voilà, on espère que cette soirée a été intéressante pour vous. On vous fait un petit coucou et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Ah, c'était ça. C'était comment? J'ai arrêté de partager l'écran. Ah. Ce sera pour la prochaine fois.